Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur la 25e édition du RENT. Pardon. Je suis Rosemary Chamillet, donc je serai votre modératrice sur cette première table ronde. Pour vous donner, nous allons aborder aujourd'hui le thème qui est plus qu'au cœur de l'actualité, c'est l'influence immobilière. Est-ce que c'est une menace ou est-ce que c'est une opportunité pour les agents immobiliers traditionnels? Pour vous donner quelques éléments de contexte avant de démarrer, aujourd'hui, le marché de la creator economy, donc des créateurs de contenu, pèse plus de 7 milliards de dollars en France et pourrait atteindre les 31 milliards en 2031. Dans l'immobilier, ça se traduit par l'émergence de nouveaux visages, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Des influenceurs, des passionnés, capables d'influencer des centaines de milliers de personnes, parfois plus que les professionnels eux-mêmes. Ces canaux sont devenus des vrais moteurs d'information, des vrais moteurs d'inspiration, mais aussi parfois de désinformation. Donc face à cette montée en puissance, les acteurs traditionnels s'interrogent. Comment cohabiter? Comment collaborer? Comment se démarquer et limiter les dérives? Comment répondre aux acheteurs et aux vendeurs qui sont désormais des experts grâce aux réseaux sociaux? Donc pour répondre à ces questions, nous avons convié un panel d'experts métiers très complémentaires que je vais vous présenter tout de suite. Donc Laetitia Rodriguez, bonjour. Bonjour. Vous êtes mandataire immobilier et manager IAD du côté de Nîmes et ex-banquière. Vous êtes une top performeuse, comme on dit, à la tête d'une trentaine d'agents IAD dans la région. Connue pour votre transparence et votre énergie solaire, vous représentez la génération des agents connectés sur les réseaux sociaux. Bienvenue. Merci Romy. Renaud Pestre, bonjour. Bonjour. Cofondateur de Preto et Finspot, l'acteur majeur du courtage en ligne, créé en 2017 et dans le top 5 du marché aujourd'hui. En tant qu'expert, vous allez nous apporter un regard concret sur le financement et sur la façon dont les investisseurs parlent de cette thématique aujourd'hui. Merci d'être là. Et enfin, Damien Lamy, vous êtes créateur de contenu, investisseur immobilier, formateur, auteur à succès. Avec Focus & You, vous accompagnez les particuliers à bâtir des investissements rentables grâce à un service clé en main. Vous composez le lien entre éducation financière, immobilier rentable et accompagnement sur mesure. Vous défendez ici une communication responsable sur les réseaux, loin des promesses simplistes. Bonjour à tous, merci d'être là. Afin de rentrer un peu dans le vif du sujet, clarifions le cadre déjà. Donc Laetitia, quand on parle d'influenceurs immobiliers, de quoi parle-t-on exactement? Oui, effectivement, je vais remettre les choses dans leur contexte parce qu'on a tendance à mettre tout le monde dans le même panier à partir du moment où il y a une caméra et un micro. Il y a 3 types aujourd'hui d'influence. Donc il y a les influenceurs qui en font leur métier, qui sont des spécialistes de la communication et qui sont passionnés par ça. Il y a les agents de terrain, comme nous trois, qui vont utiliser les réseaux sociaux pour faire leur publicité et gagner en visibilité et faire partager aussi leur expertise. Et les troisièmes, c'est les opportunistes qui vont surfer sur la vague, mais qui n'ont pas forcément l'expérience et qui vont être plutôt détracteurs. Et Damien sera d'accord avec moi, on en avait parlé. C'est vrai que pour moi, un influenceur doit avoir quand même de l'expertise et avoir eu du vécu. Yes, bonjour à tous. Je voudrais reprendre un terme qui a été donné dans la présentation, visibilité et compétence. Alors on a opposé visibilité et compétence. Donc je vais juste vous parler de ce qui m'a amené à être influenceur. Donc j'ai fait de l'immobilier, j'ai fait de l'achat-revente, j'ai construit un patrimoine de plus de 2 millions d'euros et j'ai des personnes qui m'ont demandé de les conseiller. Du coup, je les ai conseillés et tout naturellement, j'ai vu que c'était une compétence qui se monétisait assez fortement. Donc j'ai créé un écosystème. Qui n'aurait pas fait ça en tant que chef d'entreprise? Donc ensuite, bien évidemment, j'ai joué au jeu du marketing et j'ai créé une chaîne YouTube et j'ai fait des vidéos, par exemple, qui vont être virales sur des sujets comme « Est-ce que le LMNP est mort ?» Ça me paraît tout à fait pertinent de jouer à ce genre de choses du moment qu'on donne de la valeur. Ensuite, pour rebondir sur ce que tu indiques, il y a juste dans tous les métiers, on va en discuter, parce qu'au niveau des courtiers, c'est aussi la même chose. Il y a des gens qui sont bons, des gens qui ne sont pas bons, il y a des gens qui abusent des personnes et des gens qui font leur travail honnêtement. Je pense que tu vois beaucoup de monde, toi, dans ton domaine aussi, qui viennent qui sont pas sérieux quand ils viennent chercher un financement. Oui, c'est vrai. Ce qui est très particulier avec les influenceurs, c'est que contrairement à ce qu'on a l'habitude de connaître dans nos métiers de l'immobilier, c'est que déjà c'est un métier qui n'est pas du tout régulé.
Il y a des influenceurs qui sont partis même à l'étranger pour exercer cette activité, dans un marché où, pour le coup, nous, agents IMO, mais surtout nous, courtiers, on a des obligations beaucoup plus fortes. On doit être agréé par l'ORIAS, on doit être assuré. Ça fait déjà une première différence. Moi, en tant que client qui veut voir un courtier, je sais que en face de moi, j'ai quelqu'un qui a un minimum de compétences et de formation, et surtout, je sais que je peux me retourner contre lui s'il y a un problème. Ça, c'est déjà une première vraie différence entre, on va dire, le monde classique des pros de l'immobilier et le monde des influenceurs. Si je rebondis un peu sur les 3 catégories que tu faisais tout à l'heure, que tu décrivais, Laetitia, dans la plupart des cas, les choses se passent bien. On a des influenceurs qui apportent des bons conseils. Mais ce n'est pas toujours le cas, parce qu'on a parfois des influenceurs qui vont pousser nos clients vers des solutions qui peuvent être extrêmement optimistes, on va dire ça comme ça, dans un monde où le financement est souvent un point bloquant pour les projets immobiliers. Or, le crédit immobilier, ce n'est pas un monde blanc ou noir. Il n'y a pas du vrai et du faux. Il n'y a pas de ce projet est faisable, ce projet ne l'est pas. Nous, on a plus de 300 courtiers chez Preto et on met beaucoup d'énergie à capter via eux ce qui se passe sur le terrain pour comprendre ce que les banques sont prêtes à accompagner comme projet ou pas. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des règles qui parfois peuvent être contournées, parfois il peut y avoir des exceptions. Oui, on peut parfois financer des projets où il n'y a pas d'apport, parfois on peut financer des projets avec beaucoup de travaux. Tout ça, c'est vrai, mais ça reste quand même des cas un peu exceptionnels. Le problème qu'on a, c'est quand l'influenceur décrit cette exception comme étant une nouvelle norme, parce que lui, il cherche à vendre une formation. Et donc, juste pour rebondir, Renaud, comment on peut démêler le vrai du faux sur les réseaux sociaux ? Mais je pense que c'est la vraie difficulté de ce qui est en train d'émerger, c'est qu'en fait, un Français normal qui regarde un influenceur n'est pas armé pour faire la différence entre le vrai et le faux. Et donc, tout notre métier, nous qui sommes sur le terrain, c'est de composer avec cette nouvelle réalité, de prendre conscience qu'on a des gens qui ont vu des choses où parfois ce sera de très grande qualité, comme ce que tu fais, et parfois ça le sera moins, et ce sera en fait à nous d'accompagner le client et de lui faire comprendre un peu plus la réalité de ce qui peut se faire ou pas. Mais juste, je rebondis, c'est exactement la même chose avec un agent immobilier ou un mandataire immobilier, il y en a peut-être dans la salle, qu'on dit que ce logement allait se louer en valeur estimative à 800 €. Donc on va projeter avec le courtier 800 € et en fait la vraie valeur du bien, c'est bizarrement 600 € sur le marché. C'est exactement le même risque pour toi derrière qui est en bout de chaîne en tant que courtier. Là, tu parles du métier, pas de l'influence. Là, tu parles d'une erreur du métier. Je parle qu'il y a des bonnes personnes bienveillantes de chaque côté qui peuvent se tromper. Il y a des personnes malveillantes. Je te rejoins. Moi, mes concurrents principaux, ils sont à Dubaï, ils ne payent pas de TVA en France. Et quand j'appelle leur répression des fraudes, ils disent qu'ils ne peuvent pas les contrôler. Qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Je ne peux rien faire. C'est un fait. Maintenant, est-ce qu'il faut forcément en faire une généralité? C'est comme dans tous les métiers, je ne pense pas. On a toujours le loisir de regarder ce qui est bon et de voir le verre à moitié plein. Le ciel va être plus beau, le ciel bleu sera plus bleu si on regarde le verre à moitié plein. Tout à fait, je suis d'accord. Laetitia, est-ce que... À cause des réseaux sociaux, des fois, on doit déconstruire certaines croyances et recontextualiser les choses. On peut avoir des clients qui disent moi, j'ai vu sur TikTok qu'on pouvait avoir un financement sans apport. Moi, j'ai vu qu'un agent immobilier, un bon agent immobilier sur YouTube, vend ma maison en 48 heures. Donc, effectivement, il faut recontextualiser, il faut déconstruire ça. Par contre, c'est une chance incroyable. On a des gens qui s'intéressent à nos métiers, qui s'intéressent du coup à l'immobilier, au courtage, aux investissements, grâce aux réseaux sociaux. Donc ça doit être un vecteur de publicité et ça doit nous permettre de rebondir sur des cas concrets et les accompagner sur le terrain grâce à ce qu'ils ont vu sur les réseaux. Exactement, je rebondis sur ton explication. Derrière la question de l'influence, il y a surtout l'effet concret du terrain. Donc l'idée, c'est de voir comment ces contenus changent vraiment la relation entre les pros et les clients. Vous en avez déjà un peu parlé, mais pour rentrer un peu plus dans le détail. Est-ce que, justement, Laetitia, tu as des clients qui arrivent souvent avec des idées complètement préconçues, glanées sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur est-ce que ça a aidé dans ton travail ou au contraire, est-ce que ça a compliqué le travail au quotidien des agents immobiliers? Ah ben ça, c'est comme Damien disait, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, je trouve que ça l'a aidé, vraiment, pour le coup. Et je me considère aussi comme une traductrice du milieu virtuel au milieu réel. Et ça, c'est hyper intéressant pour moi parce que, justement, le client, avec ses idées préconçues et son idée virtuelle, arrive et nous, sur le terrain, on rend les choses réelles. Donc, pour moi, ça a aidé. Là-dessus, ça me fait rigoler parce qu'on ne va pas forcément toujours vous aider, mais dans le sens aussi du client. Moi, dans mon accompagnement, j'ai un module de négociation
où je simule les arguments de l'agent immobilier. Il y a des agents immobiliers dans la salle? Ok, donc l'argument, par exemple, il y a bizarrement, quand vous visitez, il y a quelqu'un qui va refaire une deuxième visite où il y a une offre qui a été faite ou qui va être faite. Il y a toujours ce genre d'argument. Donc, enfin, souvent. Du coup, moi, dans mon module de négociation, je simule ce rôle-là. Du coup, est-ce que ça vous dessert ou est-ce que ça fait que vous avez des gens aguerris ensuite en face de vous? Mais aguerris, ça veut dire pas naïf. Bah, si on construit une carrière sur du court terme, ça nous dessert. Sur du long terme, ça nous sert. Donc, l'influence sert le métier d'agent immobilier. C'est magnifique. Mais merci d'être là, Damien. Merci beaucoup à vous deux pour ces explications. Renaud, de ton côté financement, tu m'as dit que tu voyais passer des dossiers influencés par justement des conseils un peu mal calibrés. Comment vous, chez Preto, vous gérez ces situations? Oui, ça nous arrive. Je ne veux pas noircir le tableau, c'est pas tout le temps, loin de là, mais ça nous arrive. Des gens qui viennent nous voir avec un projet et en fait derrière ça un peu un rêve qui nous semble, nous, pas réalisable. Tu as dit plein de choses très justes, Laetitia, qui s'appliquent à nous, je pense. La première chose à faire, c'est de se faire traducteur du marché bancaire. C'est peut-être parce que tu as été courtière toi-même que tu vois les choses comme ça, mais nous, on se voit vraiment comme un pont entre ce qu'un client veut faire, rêve de faire, et ce que la banque va réellement pouvoir lui proposer. Et c'est ce travail du coup d'atterrissage qui est vraiment intéressant. Alors bien souvent, il faut rentrer dans le fond du dossier. On a des projets qui arrivent vers nous avec un business plan juste trop optimiste. On n'a pas pris d'hypothèse de vacances, on a oublié la taxe foncière. Voilà, il y a des choses qui sont un peu basiques comme ça quand on parle d'investissement locatif. Il y a aussi parfois des projets où on oublie la réglementation qui est contraignante. Et parfois, en tant que courtier, on le déplore. On peut penser aux limitations que met le HCSF sur des projets qui nous imposent des limites en taux d'endettement, là où on a des très bons restes à vivre. C'est comme ça, malheureusement. Et notre rôle, c'est de l'expliquer, c'est de le faire comprendre. Et encore une fois, c'est de faire ce rôle de traducteur. Là, ce qui peut se passer, c'est que le projet, une fois retravaillé, reste faisable, à condition d'augmenter un peu d'apport, de rallonger la durée d'emprunt. Et dans ce cas-là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça a juste un petit peu dégradé les paramètres économiques du projet du client. Il peut aussi arriver, malheureusement, que le rêve de notre client ne soit juste pas faisable. Et là, le but du jeu, c'est de transformer cette déconvenue en opportunité et nous, commercialement, de faire pivoter notre client vers un autre projet. Le cas classique, c'est le client qui a consommé du contenu qui lui poussait beaucoup l'investissement locatif, avec en toile de fond parfois un petit peu de bashing de la résidence principale. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. On pense que la résidence principale, c'est un produit, une décision patrimoniale qui a beaucoup de sens d'un point de vue fiscal, d'un point de vue confort de vie, d'un point de vue de la flexibilité, d'un point de vue de la sécurité qu'apporte l'assurance emprunteur. Toutes ces choses-là sont parfois un petit peu passées sous silence par des influenceurs qui veulent vendre des produits d'investissement. Nous, notre rôle, du coup, c'est de en fait, rouvrir cette porte-là à notre acheteur, de lui faire comprendre que poser la première pierre de son patrimoine immobilier avec sa résidence principale, en fait, ça peut être génial. Et on se retrouve avec quelqu'un qui va pivoter, qui va changer un peu de projet, qui sera arrivé hyper excité par l'immobilier et qui va le rester. On va juste le réorienter vers quelque chose de différent et qui peut être tout aussi intéressant pour lui. Ça me permet de rebondir, Damien. Oui. Ouais, et nous, ce qu'on va faire dans ces cas-là, par exemple, on va pivoter et on va lui faire un projet mixte. C'est-à-dire, tu vas louer une partie de ta résidence principale. Comme ça, en plus de ça, il va faire des revenus locatifs et commencer à faire des revenus passifs. Donc on ouvre un peu encore les chakras par rapport à ce que nous-mêmes, on a fait au niveau de notre expérience. Complètement, ça me permet de rebondir sur la prochaine question. Damien, tu dis que l'influence plante une graine. Comment les pros peuvent-ils la cultiver pour transformer un intérêt en un vrai projet concret? Pour rebondir sur ce qu'a dit Renaud. Ouais, moi je prends souvent l'image de la musculation. Quand vous voyez des pubs pour avoir les 6 packs abdos, ce qu'on appelle les abdos, vous ne voyez pas les difficultés derrière. Vous voyez le résultat. Initialement, quand on fait un projet d'investissement locatif, on veut le résultat. On ne veut pas se dire qu'il va falloir partir en visite, faire son réseau. Donc nous, ce qu'on fait d'une certaine manière, c'est qu'on lui permet de se lancer. Quelqu'un qui s'est lancé, il a fait la moitié du chemin. Ensuite, une fois qu'il s'est lancé, on l'éduque pour vous faire une passe décisive. Parce qu'en fait, si vous arrivez, on ne vous fait pas une passe décisive, nous, on garde un client insatisfait. Or, moi, aujourd'hui, mon image, je ne fais pas de publicité, j'ai 0 budget publicitaire. Mon image, ce sont mes clients. Donc, si j'ai un client qui est satisfait parce qu'il a trouvé un bien avec Laetitia, alors il va me faire un avis, une vidéo YouTube, et du coup, c'est un cercle vertueux pour faire toujours plus de marge. Donc,
En fait, nous, notre travail, c'est juste vous faire des passes décisives. Si j'ai pas un courtier pour trouver le financement, mon client n'est pas content. Si j'ai pas un agent immobilier pour trouver le bien immobilier, donc en fait, nous, on est juste un facilitateur. Je suis peut-être le 9 ou le 10 au rugby, là, on sort de la mêlée, on passe la balle, et après, on reprend une autre balle pour aller chercher un autre client et redonner le relais. Moi, la mission de ma société, c'est changer des vies. Je pense que l'immobilier, c'est le plus simple parce qu'on a un paradis bancaire en France. Point barre. À partir de là, tout le reste, c'est des mathématiques, à mon niveau. Pour reparler de planter la graine, en fait, là où les réseaux sociaux ont de plus en plus de poids et vont planter de plus en plus de graines, du coup, il y a une étude dans le The Social Shepherd, désolé pour mon anglais, hein, je parle espagnol, pas anglais, une agence britannique qui est spécialisée dans le social media, qui dit que les 18-29 ans déclarent à 54% que leur influence d'achat est du coup influencée par les influenceurs. Donc en gros, 54% vont prendre leurs décisions déjà en se basant sur quelque chose qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux. C'est hyper important, plus de 50%, les 18-29 ans. Et donc du coup, aujourd'hui, d'être sur les réseaux, ça permet de voir comment sont plantées ces graines et pouvoir après les faire fructifier. On ne peut pas se passer aujourd'hui des influenceurs, selon moi. Et juste ça peut être dramatique, hein. Je me souviens d'une personne, la soixantaine, qui allait sur un bien immobilier, qui me dit « Damien, qu'est-ce que je fais ?» Et je lui dis « Moi, t'as ton cerveau, donc moi, je vais te donner mon point de vue et je vais te donner un arbre de décision, une pondération du risque. Mais à la fin, je ne vais pas te donner moi la décision d'investir ou pas. » Et c'est vrai que là où je te rejoins, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui en fait se reposent sur nous pour prendre les décisions sur leur vie financière. Et ça, c'est le souci, c'est que si je veux faire encore plus d'argent, j'accélère ce truc qui n'est pas du tout vertueux. Et il y en a qui le font, hein. J'ai des concurrents qui font ça parce qu'ils voient juste le chiffre d'affaires qu'ils font à court terme. Mais après, il y a aussi la responsabilisation des gens qui regardent des vidéos, quoi. À un moment, il y a une vérité, est-ce que les gens sont naïfs à ce point-là ou est-ce qu'ils pensent qu'à un moment, ils ont leur libre arbitre? Est-ce que tu imagines un monde aussi où les gens ils vont plus sur Le Bon Coin, plus sur Se Loger, je vais me faire détester par tous les stands, plus sur Le Figaro, je vais tous les citer, je les vois. Et ils vont sur les réseaux sociaux et ils écoutent des influenceurs parler du marché immobilier et ils prennent leur décision d'achat parce qu'un influenceur a présenté un bien dans une ville. Et du coup, on éteint les sites de diffusion parce qu'aujourd'hui, on parle de 50% de décisions d'achat sur les réseaux sociaux. Imagine demain si on atteint les 100%. Est-ce que vous pensez tous que les diffuseurs IMO ont un avenir face à l'influence des réseaux? Juste là-dessus, c'est catastrophique, hein. Il y avait un influenceur qui avait fait ça il y a quelques années, il a tué une ville. Moi, jamais je dis les villes dans lesquelles j'investis. Parce qu'en fait, les gens font tête baissée. Si j'ai dit que je faisais 10% de rentabilité dans telle rue, à tel endroit, il va acheter n'importe quel bien de la rue. Donc, il y en a un, il a tué une ville qui s'appelle Saint-Étienne, pour ceux qui connaissent. Il y a quelques années, il a tué la ville, il a tué la colocation sur la ville, enfin. Parce qu'il a donné toute sa stratégie, tout le monde a voulu faire la même chose. Donc, c'est un vrai souci, quoi. Oui, vous disiez que c'était souvent pas tout noir, pas tout blanc, c'est pas la solution A, c'est pas la solution B. Est-ce que tu peux un peu décrire ce principe sur les réseaux sociaux, on parle d'achat-revente pendant 4 mois, d'un coup on passe sur de la gestion locative, on sait pas pourquoi, et comment ça se passe aussi côté courtage? Alors, nous, on sait pourquoi, hein. C'est qu'en fait, on avait fait une étude marketing et qu'en fait, on a plus d'objections sur la partie investissement, donc on pivote sur l'achat-revente qui a l'air plus sexy, et ensuite on leur donne ce qu'ils veulent. Mais c'est dans toutes les professions la même chose, hein. L'agent immobilier qui vient voir la personne pour une résidence principale, vous avez 200 000 € de budget, vous voulez un 4 pièces, 3 mois plus tard, il va lui filer un 3 pièces si le budget correspond aux 3 pièces, mais il va quand même le faire rentrer, il ne va pas le virer. Donc on fait juste la même chose. La personne, il rêve de quelque chose, on ne va pas lui dire non sur le principe, et ensuite on va l'éduquer. Si, on peut dire non. Moi, j'ai eu le cas. On peut dire non. J'ai eu le cas, un client qui vient me voir et qui me dit « Moi, j'ai vu que la tendance, c'est la coloc. » Je ne sais pas si vous avez ça. La tendance de la colocation, on peut avoir jusqu'à 10% de renta. Je prends un appartement avec 3 chambres. Au lieu de le louer 700 €, je touche 1004. Donc j'ai un client qui me demande ça. Je dis non. Là, les appartements, ils s'y prêtent pas. En plus, moi, je suis sur Nîmes. On a quand même plein de petites surfaces. La coloc, c'est pas non plus le truc le plus sympa chez nous. Et donc, je ne le suis pas dans ce projet-là. Je lui dis non. Je lui dis, moi, si tu veux vraiment investir, on fait une découverte, on recontextualise et je te trouve un truc rentable. Il va dans son truc et finalement, un agent IMO accepte de lui vendre une coloc. Il achète le bien et là, il met un colocataire et il se trouve que ce colocataire n'est pas funky, que le bail est mal encadré et que du coup, il n'arrive pas à remplir les 2 autres chambres. Donc, il se retrouve finalement avec un gars, au lieu de payer 450 € par chambre, il se retrouve avec un gars qui paye 450 € et plus du tout d'autres colocs.
Au bout d'1 an, il se retrouve à devoir déloger son locataire qui a payé 450 € pendant 1 an pour un P4. Et il me dit, bon Laetitia, je veux revendre. Donc à ce moment-là, il est revenu vers moi. Mais c'est mon nom qui a fait que j'ai gardé mon client et que j'ai su que ce n'était pas du tout le bon projet, en tout cas pas sur le contexte-là. Et quelqu'un d'autre n'a pas dit non. Mais par contre, ce quelqu'un d'autre, il n'a pas repris le bien à la vente et il a perdu toute la reco, tout le réseau et toute sa crédibilité. Donc je suis pour dire non. Très bien. Merci beaucoup pour ces analyses. Là, on va parler plutôt de la concurrence et de la collaboration pour finir un peu sur cette table ronde. Est-ce qu'ils prennent la place des pros ou est-ce qu'ils peuvent devenir de réels partenaires? Pendant la préparation de cette table ronde, Damien, tu as évoqué le fait qu'il n'est pas question de concurrence, mais plutôt de métiers complètement différents. Est-ce que tu peux me dire comment tu as mis en place des services dans ta société pour accompagner les particuliers dans leurs projets? Déjà, moi je suis entrepreneur dans l'âme et du coup je pars du principe que chaque verticale doit gagner de l'argent. Donc ça veut dire que l'agent immobilier il doit gagner de l'argent, le courtier il doit gagner de l'argent. Donc déjà dans mon business model, je ne prends pas sur la commission d'un autre métier. À partir de là, normalement je m'entends bien avec la relation avec les différents réseaux. Ensuite, ce qu'on fait, numéro 1, on valide le financement de la personne avec notre partenaire courtier. Ça nous évite des désillusions. Numéro 2, on regarde les vrais objectifs de la personne, les objectifs de vie. Moi, ce que je dis souvent, c'est que j'accompagne une personne et pas un projet immobilier. C'est juste que le projet immobilier, c'est un carburant, souvent d'objectifs de vie. À partir de là, on va faire une étude de marché, on va voir la stratégie immobilière, fiscale, juridique. Et quand on est sur le marché, on va faire jouer notre réseau pour trouver les biens, parce que j'ai des clients moi, dans toute la France. Et autant faire travailler des personnes. Parce que ces personnes-là, comme tu l'as dit, si je les fais travailler et que c'est sérieux, j'ai gagné une personne en réseau. Donc oui, je vais pouvoir dire que telle zone, je la couvre. Si je couvre telle zone, eh ben, j'attire plus de coachés. Très bien. Renaud, je me permets de rebondir sur ce qu'a dit Damien. Est-ce qu'un agent ou un courtier peut réellement collaborer avec un influenceur, comme Damien, et sous quelle forme? Bien sûr. Déjà, au passage, je pense que un courtier ou une entreprise de courtage peut et doit prendre la parole sur les réseaux, c'est indispensable. Ça, c'est la première chose. Il ne faut pas opposer ces mondes-là. Ensuite, si on parle des gens qui sont comme toi, Damien, influenceurs professionnels, absolument, il faut absolument que ces métiers travaillent beaucoup. Déjà, dans les supports sur les réseaux sociaux, je pense que le courtier peut apporter une crédibilité, une complémentarité dans le discours qui est tenu par l'influenceur, qui peut parfois lui manquer. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est une fois que les projets deviennent concrets, ça a énormément de sens pour un influenceur et pour un courtier de construire une offre où ils vont se mettre au service du projet du client, travailler ensemble à le rendre réel. C'est déjà ce que font un certain nombre d'influenceurs comme toi, Damien. Je pense que ça devrait se faire de plus en plus. Merci beaucoup. Laetitia, côté agent un peu plus traditionnel, ceux qui hésitent encore à se montrer sur les réseaux sociaux, toi qui le fais beaucoup, n'hésitez pas à la suivre, hein, elle fait des très bons contenus d'ailleurs. Qu'est-ce que tu leur conseillerais aujourd'hui en quelques mots? Alors, au tout début, j'expliquais la différence entre les 3 types d'influenceurs et je pense qu'il faut aussi se dire, et un peu démocratiser le truc, être sur les réseaux, ça ne veut pas forcément devenir influenceur. Ça veut dire avoir une vitrine. Et ça, c'est hyper important. Moi, aujourd'hui, je travaille au sein du réseau IAD France. On n'a pas d'agence vitrée et j'en suis très fière parce que ma vitrine, c'est les réseaux sociaux. J'ai une portée illimitée. J'ai pas que des gens qui passent devant ma rue, si je peux le dire comme ça. Et les réseaux, ça ne doit pas devenir quelque chose où vous allez vous dire « Oh là là, c'est le bout du monde, moi, j'ai pas envie de montrer ma tête ». En fait, déjà, commencez par donner des conseils, montrer quelques visites, essayer d'expliquer votre métier. C'est hyper important aussi que vous construisiez votre personal branding parce que elle en parlait tout à l'heure lors de la présentation, c'est ce qui va faire que les gens vont vous suivre, c'est votre personnalité. Les gens, ils n'ont pas envie de visiter des maisons tous les jours, ils ont envie de savoir qu'est-ce qui vous anime. Et il y a autre chose qui est hyper important qu'il faut que vous reteniez et que je dis souvent en formation, c'est que si vous êtes gêné, vous serez gênant. Donc ne le faites pas si vous n'êtes pas à l'aise. Et après, le personal branding, il peut se créer de plein de manières différentes. Moi, j'ai des amis avec qui on a travaillé des personal branding. J'ai notamment Christophe Dumont, qui est un ancien rugbyman, qui fait toutes ses vidéos avec un ballon de rugby. Kevin Maury, qui a une moustache incroyable et qui est devenu la moustache de l'immobilier.
Voilà, chacun a sa propre identité, chacun crée son personal branding et permet d'être identifié en tant qu'agent local, si ce n'est pas encore de l'influence nationale, mais en tant qu'ambassadeur local. Et les gens, l'idée, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est que quand quelqu'un entend parler d'immobilier, il entend parler de vous. Enfin, il pense à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Tu souhaites rebondir peut-être? Non. Ok, super. Entre influence, expertise et adaptation, tout est un jeu d'équilibre. On le voit dans tout ce que vous avez dit. Donc, pour terminer très simplement, en quelques minutes, selon vous, c'est quoi les bons réflexes à garder face à cette vague d'influence? Est-ce que vous pouvez nous donner chacun un conseil avec lequel chaque personne de la salle aujourd'hui peut repartir et peut actionner directement dans la réalité du terrain qu'on voit aujourd'hui? Renaud. Avec plaisir. Moi, je vais donner le conseil que je donne à mes équipes qui voient arriver des projets de toutes sortes et parfois des projets qui sont un peu des rêves, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce conseil, il est tout simple, c'est faites preuve d'empathie. Même si, en tant que courtier, on manipule du chiffre, même si, en tant que courtier, on est parfois apporteur de mauvaises nouvelles, c'est indispensable de garder en tête à quel point la personne qu'on a en face de nous, elle s'est construit un projet dans lequel il y a une part de rêve, que c'est émotionnellement toujours extrêmement difficile de s'entendre dire que ce rêve n'est pas réalisable en l'état. Et faire œuvre d'empathie, écouter, prendre le temps d'accompagner, c'est en fait se donner toutes les chances de gagner un super client qu'on amènera juste vers quelque chose d'un peu différent, mais on a toutes les chances d'y arriver. Merci beaucoup, Laetitia, si tu veux rebondir. Alors, un conseil que je vous donnerais, c'est que déjà, c'est OK de ne pas avoir envie de se filmer, c'est OK de ne pas avoir envie d'être sur les réseaux sociaux en se montrant. Par contre, selon moi, ce n'est pas une option de ne pas être présent sur les réseaux, au moins en tant qu'observateur. C'est un petit peu comme si vous me dites « je ne sais pas chanter, j'écoute pas de musique » ou « je passe pas à la télé, du coup je ne la regarde pas ». C'est hyper important que vous soyez là où vos clients et votre environnement est présent et que vous soyez informés de ce qu'ils voient et de ce qui va les influencer dans leurs futures décisions. Voilà mon conseil. Moi, je suis très terre à terre et concret. Qui, dans les 7 derniers jours, s'est déjà connecté au moins une fois à YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat ou n'importe quel réseau? Qui s'est déjà connecté? Levez la main ceux qui se sont déjà déconnectés. Plus haut? Ok, donc on a plus de la moitié de la salle, plus ceux qui dorment. Ce qui veut dire qu'il y a une vérité. Et la vérité, c'est que les réseaux, il ne faut pas lutter contre, il faut aller avec. Donc, soyez, on va dire, producteurs. Soit vous produisez, soit vous regardez, mais comprenez ce qui se passe sur les réseaux et ça vous permettra d'être plus proactif et pas d'être dans la réaction des réseaux 3 ans plus tard, la réaction de l'IA 3 ans plus tard. En fait, on a laissé passer un train et une fois que vous avez laissé passer ce train, la concurrence, elle est partie. Donc, il y a un fait, on est là. On n'est pas là pour vous faire du mal. On est là pour faire de l'argent vertueux avec vous et changer la vie des gens. Donc, travaillons ensemble, tout simplement, là-dessus et mettez de côté ceux qui ne sont pas bons, comme dans chaque métier, quoi. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Donc, cette conférence est maintenant terminée. Je vous remercie vraiment à tous les trois pour les échanges concrets et l'éclairage sur ce vaste sujet. N'hésitez pas, ils sont encore là si vous voulez leur poser des questions juste après la conférence. On repart vraiment avec des pistes actionnables pour mieux comprendre et s'adapter et collaborer à ce nouvel écosystème. Donc, merci au public. Et maintenant, je laisse place à la prochaine conférence. Merci à tous. Au revoir. Merci.